Avril 75. Josie Dubié s'embarque avec une équipe de la RTB direction Saigon, capitale du Sud-Vietnam. La ville est en feu. Les Sud-Vietnamiens, pourtant équipés par les États-Unis, sont en train de se faire battre par une horde de soldats aux pieds nus. La guerre du Vietnam touche à sa fin après près de 30 années de guerre et des millions de victimes. Ces instants historiques, les téléspectateurs ont pu les vivre presque en temps réel grâce à un document exceptionnel tourné alors que la majorité de la presse internationale avait été rapatriée de force. On est dans le grand reportage, celui qui ne sacrifie pas l'analyse à l'image captée à chaud. La bande-son, c'est-à-dire le commentaire du film, a été perdue. C'est pourquoi Josie Dubié l'a réécrite et réenregistrée pour nous il y a quelques jours. Il nous rejoindra en plateau tout à l'heure. Après, de Saigon à Ho Chi Minh Ville, nous sommes en 1975. Ces images peuvent paraître quelque peu surannées et même jusqu'à un certain point surréalistes. En fait, elles le sont. Elles marquent en effet le dernier acte d'une tragédie qui, depuis 30 ans, a fait au Vietnam de la guerre coloniale française à celle menée par les Américains plus de 3 millions de morts. Nous sommes à Saigon, capitale du Sud-Vietnam, fin avril 1975. Dans ce décor d'opérette du palais présidentiel, écrasé sous la chaleur moite et étouffante de la mousson qui menace, se déroule devant les rares dirigeants qui n'ont pas encore fui le pays, un étrange cérémonial alors que la ville se trouve déjà sous le feu de l'ennemi. Un vieillard dont tout le monde aujourd'hui a oublié le nom, président éphémère d'un pays dont les principaux dirigeants, y compris le général-président Thieu, viennent de s'enfuir, transmet solennellement le pouvoir au général Minh, dit Big Minh, le chef du courant neutraliste, pourtant persécuté jusque-là par les dirigeants sud-vietnamiens, fidèles alliés des Américains. Big Minh, ancien officier de l'armée coloniale française, est le chef du courant dit neutraliste, partisan depuis toujours de négociations avec les communistes pour trouver une issue au conflit. Il apparaît alors comme la dernière carte à jouer par un régime moribond. L'armée sud-vietnamienne, pourtant nombreuse et suréquipée par les Américains, vient en effet de s'effondrer sous les coups de boutoir des forces communistes coalisées du Nord-Vietnam et du FNL, le Front de libération du Sud-Vietnam. Mais pour Big Minh, il est trop tard. Il n'y a plus rien à négocier, le Sud-Vietnam n'existe déjà pratiquement plus, le régime vit ses derniers jours. The war is over, la guerre est finie, c'est le message que lancent alors depuis Saigon les correspondants de guerre venus du monde entier. For the moment, Big Minh is the only hope for what most of the people in this country want most. In practical terms, the war is over and the communists have won. Peter Collins, CBS News, at the Presidential Palace in Saigon. À peine la transmission de pouvoir effectuée, les forces communistes passent à l'offensive finale sur Saigon. Le centre de la ville, jusque-là relativement préservé, est bombardé. Une pluie de roquettes s'abat sur Saigon et pour la première fois l'aviation nord-vietnamienne attaque la ville. La défense antiaérienne embarquée sur les bateaux de guerre riposte. La panique est totale. Les gens fuient en tous sens. Il y a en effet des centaines de milliers de personnes qui ont fui devant l'avance des troupes communistes. Réfugiées dans la capitale sud-vietnamienne, elles sont prises au piège. Chacun redoute un bain de sang si les dernières troupes sud-vietnamiennes décident de résister. L'hôtel où nous nous trouvons, comme de nombreux autres bâtiments du centre-ville, est touché par une roquette. Les nouvelles autorités décrètent alors un couvre-feu total avec interdiction de circuler. Un calme étrange et précaire s'installe sur la ville encerclée. Les nombreux correspondants de guerre, coincés dans leurs hôtels, guettent la moindre nouvelle. Les rumeurs les plus folles circulent. Les bombardements massifs ont cessé. Chacun a son explication sur ce qui va arriver. Des négociations seraient en cours avec le nouveau régime. En fait, personne n'en sait rien.
Malgré l'interdiction, nous décidons de sortir. En ville, des bandes de gamins armés jouent les caïds sans plus convaincre grand monde. Mais leurs réactions, incontrôlées et leurs gâchettes faciles peuvent être dangereuses. Beaucoup de ces gosses en armes ont en effet été les exécuteurs de basses œuvres de ce régime à l'agonie et certains d'entre eux pensent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Chacun retient son souffle. Dans la ville quasi déserte, l'hymne national sud-vietnamien et des musiques militaires tentent de maintenir le moral d'une population qui s'attend au pire. Dans son palais présidentiel, le général-président Big Min mesure l'étendue de son impuissance à dominer une situation qui lui échappe complètement. En fait, très concrètement, ce général à la retraite, pourtant respecté de tous, n'a plus aucune carte en main. Le lendemain, l'ordre d'évacuation générale est donné. Les forces américaines, encore nombreuses sur place, exige en effet que tous les journalistes étrangers quittent le pays. Les nombreux correspondants de guerre, certains étant au Vietnam depuis des années, fuient alors par tous les moyens vers l'ambassade des États-Unis, emportant ce qu'ils peuvent, pour y être regroupés et évacués par hélicoptère ou par bateau vers les navires de guerre américains qui croisent au large. Ces départs forcés renforcent l'inquiétude de beaucoup de Vietnamiens, obligés de rester sur place. En effet, depuis plus de 20 ans, en fait depuis 1954 et la fin de la guerre coloniale française et la création du Sud-Vietnam, nombreux sont ceux qui ont, par conviction ou par obligation, dû collaborer avec le régime qui aujourd'hui s'écroule. Nombreux aussi sont ceux qui ont collaboré ou simplement travaillé pour gagner leur vie avec les Américains qui, à un certain moment, avaient plus d'un demi-million de soldats au Sud-Vietnam. Tous redoutent le sort qui les attend et beaucoup de ces Sud-Vietnamiens, jeunes ou vieux, veulent fuir avec les Américains qui n'acceptent ces gens complètement affolés qu'au compte-gouttes. La cohue et la panique deviennent alors générales et les soldats d'élite américains, les fameux Marines, sont rapidement dépassés par cette foule désespérée. Take it easy now, one at a time, no problem. You'll get it going. Không lên đi phá đi. Phá đi, phá đi. Hạt đi không? Này. Okay, take it easy now. Then we got 5 more minutes. Yeah, this guy's got a wife. All right, in you go. Kick off it, Dragon. Okay, Ken, you ready? Certains, comme cette jeune femme, croient avoir perdu des membres de leur famille. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Avec La sœur? Elle est là-bas. non. Il y a des Vietnamiens qui sont morts. Non, la sœur, elle est là-bas, la sœur.
Oui, elle est là-bas. Avec les bagages, ton valise. Devant l'ambassade des États-Unis, en plein cœur de Saïgon, c'est le chaos total. Chacun sent que la fin est proche et une foule désemparée tente de pénétrer dans ce qui leur apparaît comme la dernière porte de sortie. Sur le toit, un balai d'hélicoptères emmène les rares réfugiés qui ont pu se frayer un chemin jusque-là. Devant le bâtiment, par une chaleur étouffante, beaucoup de Marines américains qui vident à la goulée les dernières bouteilles des caves de l'ambassade sont ivres. Les ordres sont stricts. Contenir la foule affolée qui veut fuir le piège qui se referme sur eux. Beaucoup de ces Sud-Vietnamiens ont le sentiment d'être trahis et abandonnés par ces alliés américains avec qui beaucoup ont combattu et en qui ils ont fait confiance. La tension est à son comble. Un officier américain vient m'intimer d'arrêter de filmer et de quitter le pays avec eux comme l'ordre a été donné par le commandement américain. Je refuse en lui expliquant que nous sommes belges, que nous voulons rester et que les Américains n'ont pas d'ordre à nous donner. L'agressivité des Marines à notre égard va en augmentant. L'un d'eux va alors cogner la pointe de son fusil d'assaut M16 sur l'objectif du caméraman, Manu Bonmariage. On entend un soldat qui crie « Get out of here !» « Foutez le camp d'ici !» Il y a une grosse injustice de la part des Américains. Ou bien qu'ils laissent à tout le monde partir, ou bien tout le monde rester. Mais pas seulement ceux qui ont travaillé avec eux seulement sont permis de s'en aller. Ce n'est pas juste ça. Il faut que tous les Vietnamiens restent sur place. Il n'y a que les collaborateurs des Américains qui peuvent Seulement partir. les collaborateurs, leurs employés, leurs domestiques, leurs serviteurs. Toute la soirée et toute la nuit va se poursuivre sur le toit de l'ambassade des États-Unis, le balai des hélicoptères emmenant ceux parmi les plus chanceux ou ayant eu les meilleurs pistons. Des centaines, peut-être des milliers de personnes abandonnant tout sur place vont ainsi pouvoir fuir la ville assiégée. Souvent, arrivés à bord des porte-avions américains croisant au large, ces hélicoptères trop nombreux, faute de place, seront purement et simplement jetés à la mer. Dernière illustration d'une gabegie financière qui aura coûté en vain, au-delà des millions de victimes, des centaines de milliards de dollars aux États-Unis, alors que dans le même temps, des millions de citoyens américains continuaient de vivre là-bas dans une misère noire. À l'heure du bilan, il apparaîtra que quelques 60 000 jeunes GIs, 60 000 jeunes soldats américains, auront laissé leur vie sur cette terre du Vietnam. Des centaines de milliers d'autres rentreront blessés et mutilés à vie dans leur pays à cause de cette guerre absurde dont nous voyons la dernière étape américaine, sans gloire, se dérouler là, sous nos yeux. À peine le dernier Américain a-t-il quitté l'ambassade des États-Unis, emmenant avec lui la précieuse bannière étoilée, que la foule des Vietnamiens s'est ruée pour la piller. Ici, comme plus récemment à Bagdad, tout a été systématiquement volé, démonté et emmené, sans hâte et sans précipitation, un peu comme on se sert dans un supermarché. Comme on le voit, policiers et militaires n'étaient pas les derniers à se servir, symbole évident d'un pouvoir qui n'existait tout simplement plus à Saïgon. Une image est particulièrement révélatrice.
c'est celle de ce portier, gardien de l'entrée de l'ambassade des États-Unis. Non seulement il n'a rien fait ou rien pu faire pour empêcher le pillage, mais après avoir constaté son impuissance, il enlève soigneusement et calmement ses téléphones, en quelque sorte ses instruments de travail, pour les emmener avec lui. À ce stade, tous les Vietnamiens qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent dans les résidences abandonnées par les étrangers en fuite savent que le régime vit ses dernières heures. La nuit est tombée sur Saïgon, abandonnée par les Américains et par la grande majorité des étrangers vivant dans cette ville immense. Au loin, au nord et à l'est, des combats se poursuivent. Sur le toit de notre hôtel, nous attendons le dernier acte de cette tragédie. La quasi-totalité des équipes de télévision est partie aussi avec des troupes en déroute. Le lendemain matin, nous décidons de monter au front vers l'aéroport international de Tan Son Nhut, déjà tombé aux mains des troupes communistes. Quelques unités d'élite de l'armée sud-vietnamienne, des Rangers et des parachutistes résistent encore. Mais nous ne pourrons pas atteindre le front. Certains soldats sud-vietnamiens, furieux et désespérés, se sentant trahis par la fuite des Américains, menaceront de nous tuer. Nous pourrons leur échapper en expliquant que nous sommes des Bao Chi Phap, des journalistes français. Phap, français. Belge se dit effectivement en vietnamien Bi et en américain Mi. Il valait donc mieux éviter toute confusion, car nous avions vu des soldats vietnamiens, sud-vietnamiens, désespérés, tirer sur des hélicoptères américains, leurs anciens alliés d'hier. Sur le chemin du retour vers Saïgon, nous croisons de longues colonnes de réfugiés, affolés, fuyant les combats. Essentiellement des femmes et des enfants. La plupart de ces gens sont paniqués car la propagande du régime sud-vietnamien et des Américains affirmait que lorsque les communistes se s'empareraient de Saïgon, ils y commettraient des crimes abominables, en particulier contre tous ceux nombreux qui avaient collaboré avec le régime ou avec les Américains. Effectivement, lors de l'offensive du Tet en 1968, les communistes qui s'étaient brièvement emparés de Hue, l'ancienne capitale du Vietnam, y avaient commis des massacres de collaborateurs. Cette infirmière belge a elle aussi décidé de rester pour rassurer ses collègues des religieuses catholiques. Allez dans les petits quartiers, oui. Et s'ils viennent, vous les accueillez. Même à la radio, on les appelle Anchi-M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire frère, sœur, frère. Même à la radio, on le dit, donc il faut les accueillir. On veut s'aider, mais comment on fait pour aider? Moi, j'étais dans les camps de réfugiés à longtemps. Et ce n'est pas la peine. Je crois qu'il faut aider. La première, c'est garder son calme. Se préparer soi-même à accueillir. Les accueillir comme des frères. Et il n'y aura rien. Et alors, on demande aussi que les jeunes gens protègent le quartier. Ne tirent pas. S'ils ont des armes, c'est pour protéger le peuple. Ce n'est pas pour attaquer. Et il faut essayer que les jeunes gens gardent leur calme aussi. Moi, c'est la première fois que j'entends les bombes. Je dois reconnaître que j'ai eu peur. Moi, je n'avais jamais entendu, j'avais un coup chaque fois. J'ai eu peur, je ne peux pas dire le contraire. Vous avez peur des révolutionnaires? Non, mais j'ai peur des bombes. Alors, peut-être à tout à l'heure. Attention, je repasserai peut-être dans le quartier. Oui, oui, oui. Allez, bon courage. Beaucoup de Sud-Vietnamiens sont catholiques. Nombre d'entre eux se sont réfugiés dans des églises comme celle-ci, dont le prêtre, proche du FNL, nous a annoncé en direct, en écoutant la radio, la décision du président Minh de reddition, sans condition, de l'armée sud-vietnamienne. C'est l'instant précis où se termine une guerre de 30 ans. Oui, c'est la reddition. Vous allez pouvoir régler vos affaires et vos problèmes entre Vietnamiens maintenant. Vietnamiens, oui. Vous avez confiance dans l'avenir? Oh oui, beaucoup, beaucoup.
surtout là, des deux côtés, de trois côtés, de tous les côtés, nous voyons la bonne volonté. Seulement à cause de la guerre, il y a eu incompréhension ou malentendu, tout ça, et créer cela par des étrangers, je veux dire carrément des Américains, quoi. Ils ont voulu toujours mettre ici au Sud-Vietnam un néocolonialisme. Et cela, hier, on avait vu clairement. Et puis lorsque Thieu a donné cette émission, il a dit aussi, ce sont des Américains qui gouvernaient le Sud-Vietnam et non pas des Vietnamiens. Il y a une intoxication terrible. Et je crois que j'ai beaucoup de preuves pour dire que ce sont les États-Unis qui ont semé cela, pour créer la panique, pour créer des difficultés au GRP lorsqu'ils arrivent. Qu'on soit catholique ou communiste ou bouddhiste ou caudaïste, entre Vietnamiens, on peut vivre ensemble, travailler ensemble. Construire un Vietnam Construire différent. un Vietnam libre, prospère, indépendant, quoi. Dès lors, les choses se précipitent. Dans tous les quartiers, les gens s'empressent de peindre partout les drapeaux des vainqueurs du jour, FNL et Nord-Vietnam. Jusque-là, la seule possession de cet emblème pouvait leur coûter la prison ou même parfois la vie. Les drapeaux sud-vietnamiens jaunes à 3 bandes rouges que chacun devait obligatoirement peindre sur sa maison pour montrer sa loyauté à l'ancien régime cèdent la place au nouvel emblème. Comme toujours, dans ces circonstances, les reconversions sont souvent aussi rapides et massives que suspectes. En rentrant vers Saïgon, nous sommes dépassés par des milliers de soldats sud-vietnamiens vaincus qui ont quitté le front et refluent vers le centre de la ville. Va se dérouler alors ce que l'on peut considérer comme étant sans doute le plus grand et le plus étonnant des striptease de toute l'histoire de l'humanité. Plus d'1 million de soldats sud-vietnamiens vaincus, coincés dans la nasse qu'est devenue Saïgon, vont se débarrasser en pleine rue de leurs armes et équipements militaires, se retrouvant par milliers en caleçon au milieu de la capitale du Sud-Vietnam, devant des habitants n'en croyant pas leurs yeux. Không có xe cộ làm sao? Quần áo thì khỏi nhưng mà có đợi xe về để Có xe không về biết là đường chạy ngủ về ở đâu luôn. hết rồi á. Il dit, c'est pas où les manger ou les coucher pour la soirée, ce soir-là. Mais ils sont libres. Ils sont libres, oui. Ils sont heureux. Mấy ông có vui sướng không? Tại vì guerre mấy est ông này finie. báo chí đó. La guerre c'est fini, je suis rất content. Ok. Bon. Bây giờ làm sao? Đừng có nói Mỹ nữa trời, taxi. Taxi. Quá. Ra đây bến Bạch Đằng đi lên. Có đi xuống dưới. Leo lên xe kìa. Điện có hồi chiêu nha mấy anh em chị. L'armée sud-vietnamienne, ou ce qu'il en reste, se désagrège, se décompose sous nos yeux. Blindés abandonnés, uniformes épars, munitions de tout calibre jonchant le sol, ne doit pas faire oublier que, à coups de milliards de dollars payés par les Américains qui voulaient, selon la doctrine du président Nixon, vietnamiser la guerre, cette armée sud-vietnamienne fut à l'époque, avec des armements modernes et sophistiqués, l'une des mieux équipées du monde. Cependant, en dépit de ces dépenses colossales, cette armée et le régime qu'elle soutenait étaient gangrenés par une corruption galopante qui allait précipiter leur effondrement devant une armée nettement moins bien équipée, mais dont les soldats étaient, eux, malgré les pertes effrayantes qu'ils subissaient, hyper motivés par l'objectif de réunification de leur patrie. Soudain, surgissant de nulle part, débouchent des guerrieros du FNL, brandissant ce drapeau hier interdit. Les rues se vident, les Sud-Vietnamiens terrorisés
se terre chez eux. Quelques instants plus tard, les divisions blindées du Nord-Vietnam débouchent en plein centre de Saigon où nous les attendons. Pour ces soldats qui se précipitent vers le palais présidentiel, c'est enfin le bout d'une guerre longue et meurtrière, au cours de laquelle ils ont vu mourir des millions de leurs camarades brûlés par le napalm ou tombés dans les maquis ou dans la jungle. Cette image est véritablement historique. Les premiers soldats, pour la plupart des paysans qui n'ont jamais vu une grande ville, un peu incrédules, pénètrent dans les jardins du palais présidentiel, siège du pouvoir qu'ils ont combattu pendant plus de 20 ans, palais où les attend pour se rendre le général Big Min, dernier président du Sud-Vietnam. Monsieur le Président, quelle est votre impression? J'ai rien à dire maintenant. Vous êtes heureux que la guerre est terminée? La guerre est terminée, tout le monde est content. Je sais que tout le monde est heureux, sont heureux, tout le monde est heureux. Vous allez pouvoir vous arranger entre Vietnamiens maintenant? Je suis certain. Mr. President, when did you Est-ce que vous croyez que la réunification des deux Vietnams sera pour bientôt? Je crois. Vous l'espérez? Je l'espère. Qu'est-ce que vous a décidé finalement de vous rendre? C'est pas un grand job. Je donne le pouvoir, je rends le pouvoir à ceux qui sont beaucoup plus mérités que moi. Beaucoup plus mérité. La guerre du Vietnam est finie. Le rideau tombe sur l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, qui a vu s'opposer la plus grande puissance militaire que le monde ait connue, l'armée des États-Unis d'Amérique, et une armée de soldats aux pieds nus, qui, comme le montrent ces images remarquables de Manu Bonmariage, n'est pas qu'une formule de style. Le Nord-Vietnam a gagné cette guerre. Il lui restera à présent à gagner la paix. Cela est une autre histoire où malheureusement ceux qui ont mené cette guerre victorieuse se montreront nettement moins convaincants. Il faut dire que la tâche s'avérait immense. Le Vietnam était un pays détruit, ravagé du nord au sud par 7 millions de tonnes de bombes, de napalm et de produits défoliants déversés sur ce petit pays, soit 2 fois plus que la quantité totale de bombes tombées en Europe et en Asie pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Certaines de ces bombes et les millions de mines laissées par la guerre tuent ou blessent encore chaque jour aujourd'hui, 30 ans plus tard. Des milliers d'hectares de forêts ont été détruits par ces défoliants chimiques qui empoisonnent encore aujourd'hui, occasionnant malformations génétiques et cancers en grand nombre. Après la victoire du Nord, tout avait pourtant bien commencé. Les Sud-Vietnamiens, dans un premier temps terrorisés et terrés chez eux, ont finalement trouvé, contrairement à ce qu'on leur avait annoncé, une armée victorieuse mais non revancharde, soucieuse de faire partager à tous sa joie d'en avoir enfin fini avec cette épouvantable boucherie. Même si Saigon était devenu Ho Chi Minh Ville, du nom du héros de la lutte d'indépendance, de part et d'autre, Sud-Vietnamiens et Nord-Vietnamiens se sont rendus compte qu'on leur avait menti. Les Rouges n'étaient pas tous des monstres assoiffés de sang que la propagande leur avait décrits. Les habitants de Saigon n'étaient pas tous les débauchés corrompus que la propagande communiste décrivait. Sinh viên đấy thì tôi vào chính phủ thì chúng tôi đi kháng chiến thì cái niềm mơ ước chúng tôi là mong đến cái ngày này và chiến đấu để dành cho cái ngày này. Ngày này là ngày vui nhất thôi, bởi vì nguyện vọng của
Bác Hồ chúng tôi cũng thế mà anh em chúng tôi. Dạ, nói chung là sẽ sống hòa giải hòa hợp thôi. Và cuối cùng đi đến chỗ thống nhất với nhau, anh em làm việc thôi. Family, big family now. No more. Anh em một nhà hòa giải hòa hợp với nhau, sống hòa bình, xây dựng đất nước thôi. Sau đó xếp lại chúng ta lại trở thành những bộ máy hoạt động bình thường. Thì anh em nào có nghề nghiệp gì đó thì đều làm hết. Mình là đấy. Thì rất tốt rồi. Chúng tôi là những người mà khi mà mấy ông mới đến thì chúng tôi là nghe những cái tin đồn chắc hẳn là khi mà mấy ông đến thì chúng tôi sẽ cực khổ cái này cái kia nọ, nhưng mà rốt cuộc thì đến đây khi quý vị đến đây thì tôi thấy hoàn toàn là khác hẳn với những cái tin đồn mà mọi người đúng đấy à? Đúng như là nó. Nếu mà nó chúng tôi cũng biết. Ça me rappelle ma jeunesse et la libération de Paris. Vous avez le sentiment que les gens ici reçoivent les Vietnamiens de l'autre côté de la même façon que les Français ont reçu les libérateurs? C'est pas tout à fait le même contexte, mais je crois que la population est soulagée, heureuse, et qu'elle accueille avec confiance le gouvernement populaire. Vous n'avez pas peur pour vous-même? Absolument pas. Je fais confiance à l'autorité nouvelle qui s'est établie ici. Et puis, enfin, tout de même, il y a quelque chose d'émouvant de penser que cette guerre qui a duré 30 ans se termine enfin, n'est-ce pas? Votre sentiment? C'est formidable. On n'a jamais vu Saigon comme ça, c'est extraordinaire. C'est plus Saigon maintenant, c'est Ho Chi Minh. Ah, c'est vrai, c'est Ho Chi Minh. C'est formidable. C'est assez bouleversant. Vous êtes heureux? Oui. La guerre est terminée? Oui, c'est ça. Et quel est le sentiment des Vietnamiens en général? Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont soulagés, d'autres qui ont un peu peur encore, mais ça va se dissiper d'ici quelques jours. Comment expliquez-vous la panique qui s'est emparée de Saigon les 2-3 derniers jours? La peur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils croyaient. Ils pensaient qu'on allait les couper en morceaux dans les deux sens, etc. Enfin, il y avait une propagande et ce matin, on a vu des gens qui nous ont dit « mais ils sont faits comme nous ». À ce point-là? Oui. Ils imaginaient je sais pas quoi, des monstres. Et c'était une propagande alors qu'on leur avait bourré le crâne en leur disant... terriblement. Qui? Le gouvernement de Thieu, aidé par les Américains. De part et d'autre, on apprend à se connaître et parfois à se reconnaître au sein de familles divisées par la guerre. Ces soldats, qui en ont tant vu, goûtent enfin la paix retrouvée. Les habitants de Saigon découvrent, eux, des Vietnamiens. En voyant ces images bucoliques, il est difficile d'imaginer qu'il y a quelques jours à peine, ces gens s'entretuaient encore férocement. L'espoir s'installe, même si pour certains la méfiance demeure. Actuellement, nous ne savons pas comment vont se dérouler les mouvements de libération. Nous avons peur des changements dans nos habitudes et quoi en plus de ça. Mais vous êtes contente que la guerre est finie? Oui, bien sûr, très contente. Et vous les accueillez comment? Comme des frères, comme des libérateurs ou comme des Vietnamiens? Comme des Vietnamiens. Des frères aussi. Comme des frères aussi? Mais peut-être pas des libérateurs. Comme des frères, mais pas comme des libérateurs. Chúng tôi là những người quân giải phóng miền Nam rất tự hào khi thấy trái tim của Tổ quốc, thủ đô thân yêu chúng tôi được giải phóng. Qu'est-ce qu'il dit? Ít ra là ils font partie de l'armée de libération. Ils sont heureux de voir le cœur du Vietnam, c'est-à-dire Saigon, ông nói sao nữa? Libéré, libéré. Le cœur du Vietnam libéré. Et vous, monsieur, vous êtes de Moi, Saigon? je suis du Sud. Et vous êtes heureux aussi? Oui. Pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Non, mais au début, nous avons un peu peur parce qu'il y a la propagande. Il y a la propagande anti, mais seulement ils sont corrects. Ils sont très corrects. Ils sont très corrects. Vous êtes heureux alors? Je suis d'une classe sociale aisée. J'ai de l'argent, moi. Mais j'ai pas peur. Je reste. Quel est votre métier? Automobile. Vous travaillez dans l'automobile et vous avez de l'argent, donc... Oui, je suis agent fort. J'étais agent fort. Et vous n'avez pas peur? Je suis content parce que je suis vietnamien et puis le Vietnam est indépendant. Merci. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Et puis au fond de nous tous, hein, je vous dis, au fond de nous tous, nous avons tout Vietnamien qui se respecte, aime sa patrie. Est-ce que vous êtes fiers de la victoire de vos frères vietnamiens? Oui. Mille fois oui. Tant pis pour le reste, on est indépendant. Tant pis pour le reste.
Même si je perds tout, je suis content. Je suis content. Est-ce que vous n'avez pas été étonné de les voir rentrer? Non. C'est une armée tout de même qui... Ils sont corrects. Oui, mais je veux dire, sur le plan du matériel, comparé à l'armée américaine, ils sont pieds nus, etc. Et malgré ça, ils ont gagné la guerre. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils ont une volonté de gagner. Ils ont une volonté de gagner. Mais nous, Vietnamiens du Sud, nos dirigeants sont des voleurs. Ils s'envolent. Le soldat vietnamien du Sud, s'il meurt, il faut payer pour avoir une retraite. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? Mais eux, s'ils meurent, l'État prend en charge. Tôi nói anh hiểu chưa? Tôi nói cho nó biết. Mấy anh chết quốc gia lo, còn Trung Nam phải hối lộ. Ăn hết rồi. Nous perdons sur la justice. Parce que nous sommes tous ici, tous les fonctionnaires, sans exception des voleurs. La corruption était terrible ici? Terrible! J'ai demandé mon passeport, 10 millions de piastres. 10 millions de piastres. Un passeport. Ce que dit ce monsieur est certainement vrai. On peut cependant douter de la sincérité de son enthousiasme. Saigon, devenu Ho Chi Minh-Ville, n'avait en effet pas été libéré par les forces communistes, mais conquise par celles-ci. La majorité des Sud-Vietnamiens avaient peur et n'ont pas accueilli dans un premier temps ces soldats comme des libérateurs, même si, comme chaque fois, et ces images le prouvent, la population de Saigon a ensuite fait bon accueil aux vainqueurs. Si tous les témoignages concordent pour dire qu'au début, après leur victoire, les communistes se sont comportés correctement, assez rapidement cependant, de nombreux cadres et collaborateurs de l'ancien régime ont été arrêtés et envoyés dans des camps de rééducation au régime sévère. Dans le même temps, Saigon ici, la rebelle, réfractaire à l'ordre communiste, a été mise au pas. L'enthousiasme du début, qui est perceptible ici, alors fait place chez certains à un profond désenchantement. Bientôt, de nombreux Vietnamiens ont tenté de quitter leur pays par tous les moyens. Ce fut le triste épisode des Boat People, dont beaucoup ont péri en tentant de fuir le Vietnam sur des embarcations de fortune ou après avoir été massacrés par des pirates qui sévissaient en mer. Les conséquences de la guerre économique et environnementale ont été terribles et expliquent en partie les difficultés qu'a connues par la suite le Vietnam. Par ailleurs, le Vietnam triomphant de ce conflit interminable n'en avait pas encore fini avec la guerre. Un conflit bref mais sanglant l'a opposé quelques années plus tard à son puissant voisin chinois et une guerre longue et pénible l'a enferré pendant des années au Cambodge, plombant son développement économique et isolant le pays sur la scène internationale. Des erreurs de choix politiques, souvent dues à une approche dogmatique et bureaucratique des réalités, ont aussi longtemps hypothéqué le développement de ce pays, dont la majorité de la population, essentiellement rurale, dépendant de la culture du riz, a continué à vivre longtemps dans une extrême pauvreté. Depuis ce reportage tourné en avril 1975, je suis retourné plusieurs fois au Vietnam et encore tout récemment. J'y ai vu et filmé les séquelles encore bien présentes de cette guerre de 30 ans, notamment au point de vue de la santé. Aujourd'hui, le pays reste pauvre. Cependant, la situation du pays s'améliore enfin, rapidement, ce qui fait dire à certains que le Vietnam est en passe de devenir lui aussi l'un des tigres de l'Asie. C'est en tout cas tout le bien que l'on peut souhaiter à ce peuple martyr qui a tant souffert. Lui souhaiter qu'après avoir gagné cette guerre cruelle, il arrive enfin à gagner la paix pour en faire profiter ces populations qui n'ont que trop suffisamment attendu de pouvoir enfin goûter les fruits de leur longue lutte pour l'indépendance de leur pays.
Et on retrouve Josy Dubié, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'abord d'avoir réécrit le commentaire. Après 30 ans, il fallait quand même le faire. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai été un peu surpris quand on m'a annoncé, quand Marianne Slusdy m'a annoncé qu'on avait perdu le commentaire original. Et donc, on m'a demandé de le refaire. J'ai essayé de le faire, évidemment, me basant sur mes souvenirs, 30 ans plus tard. Forcément, je n'ai pas fait la même chose. Et de toute façon, je pense que la situation a vachement évolué. Ce que j'ai dit à l'époque, probablement, je ne le redirai plus aujourd'hui. On ne savait pas on savait que la guerre se terminait. On savait que les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong l'avaient gagnée. On ne savait pas que malheureusement, ils ont mis pas mal de temps à gagner la paix et qu'ils n'y sont pas encore totalement arrivés. Ce qu'il fallait faire aussi, c'était être là au beau milieu de la fin de la guerre du Vietnam. Avec une équipe, c'était concrètement de la pure folie, on peut le dire. D'une certaine manière, oui, c'est vrai. Lorsque je me suis embarqué avec Manu Bon Mariage et Franz Wenzel, lui était preneur de son et Manu était caméraman, à Bruxelles, pour aller là-bas, il faut bien reconnaître que tout le monde quittait le Vietnam le plus vite possible. C'était au moment où l'armée sud-vietnamienne était en train de s'effondrer. Tout le monde savait qu'on allait vers la fin et donc nous, on est partis. Et quand on a quitté Bruxelles pour arriver à Saigon, on a dû faire escale à Bangkok. Mais entre le moment où on a quitté Bruxelles et le moment où on est arrivé à Bangkok, la situation s'était dégradée de manière extrêmement rapide. Il y avait vraiment, la ville était soumise à des tirs de roquettes. Il y avait un véritable bain de sang. Et donc, le ministère des Affaires étrangères a donné l'ordre à l'ambassadeur de Belgique de nous empêcher de continuer, de rester là-bas. Donc, il est venu nous dire à l'aéroport qu'on nous interdisait de continuer. J'ai dit, pas question, nous y allons effectivement pour assister à la chute de Saigon et nous y sommes allés. Et l'avion qu'on a pris pour aller à Saigon, on était exactement 4 dans l'avion. Les 3 membres de l'équipe, plus un Américain qui était habillé avec un costume pratiquement de cow-boy, un chapeau de cow-boy, une chemise mauve, je me souviens, et il avait un grand drapeau américain à la boutonnière et des bottes de cow-boy du Texas. Je ne sais pas ce qu'il allait faire, il fumait des cigares, je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas. Il est arrivé à l'aéroport. Directement après notre arrivée à l'aéroport a été bombardé, il était impraticable, je n'ai plus jamais vu cet Américain, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc lui aussi, je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas. D'une certaine manière, c'est vrai que c'était un peu fou d'aller là-bas, mais je ne le regrette pas parce qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je rappelle quand même que le 17 avril, c'est-à-dire quelques jours plus tôt, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, avait été prise par les Khmers rouges. Et si pour nous ça s'est bien passé à Saigon, si on avait été à Phnom Penh, peut-être que je ne serais pas là pour le raconter, parce que les Khmers rouges, ils n'ont pas fait le détail. Vous étiez conscient de détenir un véritable scoop, et pourtant vous avez été bloqué sur place 1 mois. Exact. Est-ce qu'à l'époque, la course au scoop était aussi importante qu'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est aussi acharnée? Bien entendu, d'autant plus que il y a très peu d'équipes de télévision qui sont restées, je crois 5 ou 6, mais il y avait les 3 équipes françaises, TF1, Antenne 2, FR3. Et donc pour eux, c'était clair qu'il fallait un scoop. Comme vous le dites, toutes les équipes de télévision ont été coincées. On a filmé la chute de Saigon et puis on ne pouvait pas diffuser nos images puisqu'on est resté bloqué pendant 1 mois. D'ailleurs, on ne pouvait pas communiquer non plus et il y avait une grande inquiétude en Belgique par rapport au sort des équipes sur place. Pas mal de gens croyaient qu'on avait été tués. Pas moyen de communiquer. Donc pour chacun d'entre nous, l'idée était d'arriver le plus vite possible à quitter ce pays pour pouvoir montrer ces images que personne n'avait vues. Et quand, après 1 mois, finalement, les Vietnamiens nous ont laissé partir tous ensemble dans un avion pour le Laos, le problème était d'arriver le plus vite possible à Bangkok pour la prendre en avion. Et alors, je me souviens d'un truc incroyable, l'équipe d'Antenne 2, eux, ils avaient des moyens que nous n'avions pas financiers son temps, est allé à l'aéroport et a loué les avions disponibles pour que le TF1 ne puisse pas en avoir, pour lui pourrait arriver plus vite. Et donc, TF1 est resté bloqué. Nous, ce que nous avons fait, avec nos moyens, on a acheté un taxi, on a loué un taxi, et on a roulé à tombeau ouvert de Vientiane à Bangkok. Je me suis arrêté dans une cabine téléphonique prévenu l'ambassade. L'ambassade a fait bloquer l'avion de la Sabena qui nous a attendus. Nous sommes arrivés et notre reportage est passé le même jour et avant Antenne 2, puisque nous passons, nous, à 7h30 et qu'Antenne 2 passait à 20h. Donc on a eu, si vous voulez, malgré toutes les difficultés, on a eu ce scoop 1 mois plus tard, mais on était quand même les premiers. Félicitations, et comme quoi les petites guéguerres ne datent pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a le satellite, évidemment. Donc, on aurait pu probablement envoyer nos images par satellite. À l'époque, ça n'existait pas. Il fallait ramener les images le plus vite possible. Alors, vous l'avez dit, réécrire le commentaire vous a permis de l'écrire avec un point de vue d'aujourd'hui, évidemment, et de faire quelques parallèles avec la situation actuelle internationale. C'est vrai que quand vous parlez de guerre absurde, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui se passe aujourd'hui en Irak. Comment est-ce que vous pourriez approfondir ce parallèle entre la politique américaine à l'époque et celle d'aujourd'hui? Mais je pense d'abord les situations sont quand même extrêmement différentes. Déjà au niveau environnemental, si vous voulez, les pays indochinois et le Vietnam en particulier sont des pays tropicaux, très propices à la guérilla.
c'est évident. Ce n'est pas le cas de l'Irak. Je connais bien l'Irak, j'y suis allé plusieurs fois comme correspondant de guerre pour la RTBF aussi, pour couvrir le conflit entre l'Irak et l'Iran qui a duré 9 ans. Mais l'Irak est un pays plat, c'est la plaine de la Mésopotamie, c'est un désert, donc les conditions sont très différentes. Mais là où il y a un parallèle à faire, c'est la manière avec laquelle les Américains, très rapidement, se sont aliénés le soutien des populations locales. Quand les Américains ont débarqué au Sud-Vietnam, et je rappelle qu'à un moment donné, ils y étaient près d'1 demi-million, au départ, ils ont été plutôt bien accueillis par les populations locales. Mais leur comportement a fait que très rapidement, une majorité de la population, même au Sud-Vietnam, s'est retournée contre eux. C'est la même chose qui s'est passée en Irak. Je pense que la quasi-totalité des Irakiens étaient heureux d'être débarrassés de la dictature de Saddam Hussein, mais l'attitude des Américains, leur manière de se comporter, et un rapport militaire français que je viens de lire hier dans Le Monde y fait allusion. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont une attitude tellement, je dirais, méprisante souvent par rapport à la population, que la population s'est retournée contre eux, ce qui est le cas aujourd'hui. Les Américains sont haïs, et donc il y a vraiment un parallèle à faire. Voilà une force militaire impressionnante, c'est la plus grande force militaire que la Terre n'ait jamais portée, qui n'arrive pas à avoir un contact avec les gens, et au bout d'un temps, ça se retourne contre eux, et je crains que pour eux en Irak, ça finisse assez mal aussi. Une autre chose évoquée, c'est l'utilisation d'armes chimiques par ces mêmes USA qui aujourd'hui sont les premiers à blâmer, à critiquer ceux qui sont supposés en détenir. Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, les Américains ont utilisé toutes les possibilités, tout ce qu'ils avaient dans leur arsenal militaire, sauf la bombe atomique. Mais ils ont utilisé très largement l'agent orange, c'est-à-dire des défoliants, ce qu'on appelle l'agent orange parce qu'ils étaient stockés dans des bidons orange, produits en grande partie par la Union Carbide. Et donc ils ont utilisé des tonnes et des tonnes de défoliants et 1/5 des forêts du Vietnam ont été touchées. Mais le problème, c'est que ces défoliants contiennent de la dioxine, qui est un poison violent. Ça veut dire que ça a eu des conséquences dramatiques sur la nature, mais aussi sur les gens. Et le paradoxe, et ce qui quelque part me scandalise, c'est que des soldats américains ont eux-mêmes été atteints par ces défoliants, puisqu'ils ont été se battre dans des forêts. Et donc certains ont aujourd'hui, encore maintenant, des problèmes physiques dus à cela. Et ils ont attaqué les compagnies productrices, et notamment la Union Carbide. Ils ont obtenu des compensations. Mais les Vietnamiens, eux, les millions de Vietnamiens qui ont été touchés par ces mêmes agents orange et par ces dioxines, n'ont rien reçu. Et c'est dramatique parce que j'ai été sur place, je suis retourné plusieurs fois au Vietnam depuis. Tous ceux qui vont là-bas, on leur montre, ils voient dans les maternités des enfants mal formés, il y a des cancers en grand nombre, etc., qui sont liés justement à cette utilisation d'armes chimiques, et les Américains s'en lavent les mains, et les grandes compagnies américaines comme la Union Carbide, qui par ailleurs, je le signale, est aussi responsable du drame de Bhopal en Inde, qui a fait 3500 morts et des milliers d'aveugles, ils s'en lavent les mains, ils ne veulent rien savoir. C'est assez scandaleux. Le film se termine sur une espèce de happy end, si on peut dire, un sentiment plutôt optimiste de la réunification. Vous l'avez dit, Josy Dubié, vous êtes retourné à Saigon, devenu Ho Chi Minh Ville quelques années plus tard. Quel était le bilan? Bon, je suis retourné à Saigon, mais j'ai aussi été, et c'est ça qui est intéressant, dans d'autres régions du Vietnam, dans des endroits où les touristes ne vont pas. À l'époque, j'étais chef de la télévision des Nations Unies, et donc je faisais des reportages sur des problèmes de développement. J'étais dans des régions du Vietnam qui sont véritablement abandonnés. C'est-à-dire que les paysans là-bas, et encore aujourd'hui, même si c'est vrai, le Vietnam connaît un développement économique considérable, il y a des tas de régions qui sont toujours abandonnées. Et une anecdote qui m'avait profondément touché, qui nous avait profondément touché, Denis Hénon, qui était le caméraman, et moi-même, on est allé dans un petit village où une dame, une paysanne, vivait dans une maison misérable, et elle avait au mur de sa maison des diplômes et des diplômes, parce qu'elle avait combattu, c'était une combattante. Elle avait fait Dien Bien Phu, cette grande bataille où les Vietnamiens ont battu les Français, elle portait des obus, elle a porté des obus sur la piste Ho Chi Minh toute la guerre, donc elle avait plein de diplômes. Et elle vivait d'une manière misérable. Et donc quelque part, c'est un peu touchant de se rendre compte que ces gens qui ont tant souffert, et en particulier ces combattants, ont été un peu quelque part les laissés pour compte, les abandonnés de ce pays, qui malheureusement aujourd'hui encore ne s'occupe pas suffisamment de ces gens qui ont fait que, effectivement, une armée de soldats aux pieds nus, comme vous l'avez signalé, a fini par vaincre la plus grande armée et l'armée la plus puissante que la Terre ait jamais portée. Et ça m'attriste et ça me choque. Espérons que le développement économique qui est actuellement réel va profiter à tout le monde et en particulier à ces gens-là. Est-ce que vous pensez que le travail du reporter a changé depuis? C'était quand même il y a 30 ans. Absolument, évidemment, les techniques ont évolué, nous travaillons en film. Indépendamment des techniques. Oui, mais les techniques conditionnent le reste. À partir du moment où vous avez un satellite, ce que exigent aujourd'hui les rédacteurs en chef
et ce qu'il croit être l'opinion, mais moi je suis convaincu que ce n'est pas vrai, c'est qu'on voit d'abord le reporter avec son micro in situ. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dans mon reportage, on ne me voit jamais, et je n'étais pas là pour me mettre en avant, j'étais là pour mettre en avant. Nous étions là, je n'étais pas seul, c'est un travail d'équipe, nous étions là pour montrer la situation, prendre des risques bien sûr, mais montrer ce que les gens ressentent, et pas nous mettre nous en avant. Aujourd'hui, c'est malheureusement, et ce n'est pas la volonté des journalistes, on leur demande de faire ça, les in situ, et on les voit en train de parler, que ça se passe derrière eux. Moi je trouve ça une évolution qui, moi, personnellement, me chagrine. Ce qui importe, c'est quand même de montrer les gens ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils connaissent, et les situations, et les images sont parlantes. Malheureusement, c'est une évolution qui est liée à ce qui s'est passé aux États-Unis, CNN, etc. Vous aviez vu d'ailleurs dans le reportage, on voit « The war is over ». Eh ben ça, c'est maintenant « The war is over ». Ben c'est partout comme ça que ça se passe. Et par rapport à leur état d'esprit, leur engagement? Alors, bon, je vais être très clair, moi j'étais évidemment très heureux de voir s'arrêter cette guerre. J'étais totalement, comme à l'époque, pratiquement tout le monde, opposé à cette guerre qui était une guerre absurde, comme on l'a dit. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu près de 60 000 Américains qui sont morts, mais 3 millions de Vietnamiens, est-ce qu'on s'imagine? Donc, j'étais heureux. Cela étant, j'ai quand même toujours essayé d'avoir une distance par rapport à la réalité. Et je me souviens, et ça c'est une phrase que j'ai reprise dans le commentaire, mais je l'avais dit déjà à l'époque, quand les Nord-Vietnamiens et les communistes du Sud-Vietnam sont arrivés à Saigon, qu'ils ont découvert la réalité, et que les Sud-Vietnamiens qui étaient terrorisés ont vu arriver les Nord-Vietnamiens et les ont découverts, des deux côtés, ils se sont rendus compte qu'on leur avait menti. Les Nord-Vietnamiens, on leur avait dit que les gens de Saigon vivaient misérablement, qu'ils étaient tous corrompus, ce qui n'était pas vrai. Et du côté sud-vietnamien, on leur avait dit que c'était tous des égorgeurs, qu'ils allaient se faire massacrer, ce qui n'était pas vrai non plus. Et donc, ça m'a fait réfléchir, déjà à l'époque, et avec le recul encore plus aujourd'hui, à l'absurdité de ces guerres, où la propagande dresse les gens les uns contre les autres, et c'est la vérité, évidemment, qui paye le prix. Et je pense qu'on aurait pu éviter cette guerre si les gens de part et d'autre avaient mieux connu les gens de l'autre camp. Est-ce qu'en toute honnêteté, Josy Dubié, vous iriez en Irak aujourd'hui? Oui, la réponse est claire et nette, je le dis, oui. Je pense que le devoir d'informer est essentiel. Et je voudrais dire quelque chose. On dit souvent le pouvoir de la presse est important, quatrième pouvoir, etc. C'est vrai. Mais ce qui est encore beaucoup plus puissant, c'est le droit de non-informer. Quand une dictature, toutes les dictatures, quelles qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient militaires, prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'elles font? Elles empêchent d'informer. Elles empêchent tous les journalistes d'exercer leur métier. Et du coup, c'est le blackout total et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc je pense que le droit d'informer est fondamental pour défendre la démocratie et les libertés. Donc ça, je pense que même, et quelles que soient les difficultés, les dangers, on prend des précautions bien sûr, mais je pense qu'il faut continuer à aller pour informer. Sinon, c'est les terroristes qui ont gagné et ça c'est inacceptable. Merci Josy Dubié. C'est déjà la dernière émission de cette saison. Merci à vous de votre fidélité. Nous espérons vous retrouver l'an prochain. D'ici là, toutes les archives que vous avez aimées, vous pourrez les revoir cet été dans les rediffusions de la 2. À très bientôt. Au revoir. D'accord? Un brave jardinier, mais qui ne sait pas toujours très bien ce qu'il raconte et qui a parfois un verre de trop dans le nez. Je sais qu'il a vu ces camions, parce que je les ai vus moi-même quand j'ai fait mon jogging. Qu'est-ce que tu crois que notre ligne téléphonique a explosé toute seule dans son coin? Lisa, écoute, tu devrais faire une liste de tous les gens que tu veux contacter avec leur numéro de téléphone et c'est moi qui irai les appeler. Ça ne me dérange pas de le faire. Si ça a réellement beaucoup d'importance pour toi, j'irai en ville cet après-midi après le déjeuner. Ça te va, hein? Oui, ça me ferait plaisir. Pas de problème. Je vais allumer mon ordinateur pour essayer de finir mon chapitre avant de faire le repas. Si tu veux quoi que ce soit, tu hurles, d'accord? Puis, t'as pas vu de camion sur la route. Chérie, c'était comme un barrage qui aurait sauté. Les mots se déversaient sur l'écran, c'était dingue. J'ai dû écrire au moins 20 pages aujourd'hui. Tu vas dire que je suis complètement fou, mais je voudrais qu'on soit déjà vendredi. Maintenant, je suis impatient de tourner cette vidéo, c'est incroyable, non? Tu as pensé à téléphoner à Penny? Qu'est-ce que tu dis? Tu avais dit que tu appellerais Penny.
Oui, non, si, je l'ai fait. Je suis là avec toi, je t'ai préparé un bon repas. J'essaie d'avoir une conversation agréable et toi, tu n'arrêtes pas de parler de téléphone et de Penny. Je l'ai appelé ma puce. Je lui ai laissé un message. D'accord. Ça ne va pas? Non, ce sont les légumes, ça passe pas. Chaque fois que je mange, je me sens très mal. Ça m'étonnerait que ce soit les légumes. J'ai mangé la même chose que toi et je me sens bien. Oui, mais toi, tu n'es pas enceinte, Taille. Peut-être qu'il y a un problème avec le bébé. Il n'y a pas de problème avec le bébé. On pourrait passer une seule journée sans parler de bébé? Sans parler de téléphone ou de ton amie Penny ou de ton travail? Tu pourrais, par exemple, me dire merci, Taille, de t'occuper aussi bien de moi en faisant tout ça. Tu pourrais aussi applaudir ton petit mari chéri qui, depuis le début, passe son temps à attendre que tu rentres du travail. Au lieu de ça, toi, t'arrêtes pas de parler de bébé, de téléphone et de... J'ai seulement envie de dîner tranquillement avec ma petite femme. Plante dont les feuilles étaient utilisées par les Indiennes d'Amérique pour traiter une grande variété d'affections. Très en quantité importante, cette plante médicinale était connue pour avoir un effet stimulant sur l'utérus et provoquer une fausse couche. Et... oh non, il a osé faire ça. Mauvaise épouse. Non. Mauvaise épouse. J'ai trouvé la bouteille de coche bleue. Tu n'es qu'un fumier. Pourquoi t'as fait ça? T'es devenu C'est ton cinglé ou mari, quoi? Madame Killington. Tu devrais me traiter avec un peu plus de respect. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi tu cherches à tuer le bébé. Parce que je t'aime comme un fou et que je te veux pour moi tout seul. Je veux être seul avec toi, sans personne d'autre. Est-ce que tu peux comprendre?
Voilà, c'est fait. Tu vas être comme dans un cocon, Lisa. Il faut que j'aille faire cette vidéo ridicule. Dès que je rentre de là-bas, on fait nos bagages et on part dans le Maine, exactement comme on l'avait prévu. On va pouvoir prendre un nouveau départ tous les deux parce que moi j'en ai vraiment besoin. En attendant, tu vas te détendre. Hein? Tu restes bien tranquille ici. Je suis très en retard. Il faut que je fasse vite. Toi, essaye de te comporter un peu mieux, d'accord? Très bien. Dis-moi bonne chance. Matt a dit que Lisa était sous sédatif. Je suis sûre qu'elle appellera dès qu'elle se sentira mieux. Cette information provient de Ty, et je n'ai aucune confiance en ce qu'il raconte. Oh, arrête un peu, Beverly. Tu n'y étais pas, tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. Et puis qu'est-ce qu'on sait au juste sur ce type-là? Il a l'air de n'avoir aucune famille, aucun ami. Je sais qu'il est venu habiter à Buffalo quand sa première femme est morte. Elle est morte de quoi? Elle a eu une attaque. Écoute, j'ai sa voiture, je dois passer pour la lui ramener. Ensuite, je te ferai un rapport détaillé. Alors arrête de t'inquiéter. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Lisa? Lisa, tu es là? Lisa? Ouh! Penny! Ty, salut. J'ai ramené la voiture de Lisa. Je lui dis un petit bonjour et ensuite j'appelle un ami pour qu'il passe me prendre. Merci pour les clés. Lisa va bien, elle est au lit, elle se repose. Je comprends, mais je voudrais la voir un instant. Oui, mais non, parce que... désolé, c'est impossible de la voir. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'est pas en état de voir qui que ce soit. Ah, je vais quand même lui dire un petit bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? Ty, lâchez-moi! Penny! Penny, au secours! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Penny! Et voilà, une bonne chose de faite. Ma petite femme chérie, je ne peux pas la perdre. Salut, je m'appelle Ty Kellington, mon dernier roman sera en vente. Mon dernier roman sera en vente, mon dernier roman sera dans les librairies. Merde. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais très occupé, j'ai fait des tas de choses. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait? Où est Penny? Je n'en sais rien, Penny, elle est rentrée chez elle. C'est pas vrai, où est-elle? Hey! Tu commences à avoir le même comportement que ma première femme. Ça, tu vois, ça me rend vraiment triste. Triste à en crever. Tu sais, Rebecca, elle ne comprenait pas. Elle n'a jamais réussi à comprendre que le mariage était la chose la plus importante. Il faut tout faire pour que ça tienne un mariage. Ne rien négliger, tu entends? Tu entends ce que je te dis? C'est pas gentil du tout ce que tu fais là. Tu sais à quoi elle pensait? Alors ça, je me demande bien pourquoi elle avait ce truc-là en tête. Elle voulait ficher le camp, me quitter. Et elle l'a fait, elle est partie. Elle ne voulait plus rester. Mais ça n'a rien à voir avec nous deux, cette histoire. Écoute un peu ça. Salut, je m'appelle Ty Kellington et mon dernier roman, Erreur funeste, sera en vente dans les librairies dès le 23 septembre. Ouais. Je suis un sacré génie. Je vous en prie, aidez-moi. Je suis Ty Kellington. En librairie. En vente dans les librairies le 20.
quoi, dernière renom. Je crois que ça va être Bravo. Merci. Vous voulez bien signer, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Kellington, j'ai une grande admiration.